raconte. Christophe Ondelatte. En 2017, dans l'Hérault, Daniel Malguir tue un cambrioleur qui s'était introduit chez lui en pleine nuit. Il soutient qu'il s'agit d'un état de légitime défense. L'affaire paraît simple, mais le juge d'instruction va aller de surprise en surprise. Et si Daniel Malguir avait fomenté son propre cambriolage? Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction de Daniel Malguir. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. À Servian, dans l'Hérault, en 2017, quand cette affaire éclate, le couple Malguir est une fierté locale. Pendant 10 ans, ils ont transformé une ancienne carrière en un jardin paradisiaque, le jardin Saint-Adrien. Un jardin qui, en 2013, a été consacré par Stéphane Bern, jardin préféré des Français. Le jardin que vous avez été des dizaines de milliers à placer en tête de votre classement se trouve ici. Et évidemment, le succès du couple Malguir aiguise les appétits crapuleux. Les Malguir cacheraient-ils un magot chez eux? Le 5 octobre 2017, 2 hommes armés s'introduisent chez eux. Amenez-nous au coffre! Dépêchez-vous, on veut le coffre! Venez, c'est là-haut. Daniel Malguir attire les cambrioleurs dans sa chambre à l'étage. Et là, il s'empare d'un fusil caché au-dessus d'une armoire et il abat l'un des cambrioleurs d'un tir à bout portant dans le thorax. Il est mort et le second détale. Je suis confronté à un homme qui m'apparaît réellement traumatisé par la scène qu'il a vécue. Jean-Marc Darrigade, avocat de Daniel Malguir. Qui donne des explications sur le geste qu'il a été contraint de faire, dit-il, pour défendre sa vie et celle de sa femme. Et qui a conscience aussi qu'ayant tué un homme, il va falloir que la thèse de la légitime défense soit acceptée et qu'il est quand même dans une grande difficulté. Évidemment, il a peur, mais il est dans la situation de quelqu'un qui fait une description assez cohérente de la scène, qui fait une description de sa propre peur de manière assez sincère, on va dire, et qui donne des explications sur son geste qui correspond à peu près à ce qui a été d'ores et déjà découvert. Le 5 octobre 2017, 2 malfaiteurs cagoulés faisaient irruption au domicile du couple Malguir, réclamant l'ouverture du coffre tout en se montrant violents envers les propriétaires. L'un de ces individus va ensuite se diriger vers sa femme qui est alertée par les bruits, va sortir du domicile et va immédiatement la neutraliser. Et ils vont décrire l'un et l'autre ensuite une scène de séquestration à domicile en fait, où on leur demande de l'argent, le coffre, etc. Ils décrivent que le ton monte, que la violence verbale monte également, et il va avoir l'idée lui d'orienter les cambrioleurs vers une somme qu'il détiendrait à l'étage, c'est-à-dire dans sa chambre. Et faisant cela, il sait que dans sa chambre, il peut s'emparer d'une arme qui est cachée sur le sommet de son armoire. Voilà, je m'appelle Daniel Malguir, mon épouse Françoise. Je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé, réellement. Je suis rentré dans la chambre, j'ai pris mon fusil, je me suis retourné. La chambre était dans le noir, on avait tiré les rideaux. Je me suis reculé, j'ai vu le gars qui était dans l'ombre de la porte, là. Et pour moi, il tenait le revolver, il tenait Françoise en joue. J'ai tiré, je ne pouvais pas faire autrement. Et c'était lui ou c'était nous.
Daniel Malguir répète au juge d'instruction et aux médias qu'il n'a fait que se défendre pour sauver sa peau et celle de sa femme. Mais cette version romanesque du cambriolage qui tourne mal est rapidement mise en doute par les gendarmes quand ils arrêtent le second cambrioleur, Richard Bruno. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cette maison des Malguir? Ce que je voulais vous dire, ça va vous étonner, mais... En fait, c'est Daniel Malguir, il a eu l'idée. Il voulait quitter sa femme, mais il voulait pas qu'elle garde le magot de son jardin. Alors il a imaginé ce cambriolage, quoi. Et il va aussi donner des détails sur l'intimité du couple Malguir, qui sont des détails qu'il est difficile pour un cambrioleur de connaître s'il n'est pas au contact de quelqu'un proche du couple. Et c'est la combinaison de ces déclarations et de ces détails-là qui vont donner de la crédibilité à cette version et qui vont entraîner le placement en garde à vue de Daniel Malguir, cette fois-ci comme complice de ses propres agresseurs. Il avait connu son heure de gloire grâce à l'émission Le Jardin préféré des Français. Aujourd'hui, Daniel Malguir vit des heures plus sombres. Hier, le sexagénaire a été mis en examen pour complicité de tentative de vol avec arme et placé en détention. Lui, il tombe des nues immédiatement, il comprend pas. Lorsqu'on parle d'un propriétaire qui serait complice, il se dit mais si c'est pas moi, alors c'est peut-être mon fils. À même supposer que puisse être vraie l'idée que Malguir était complice de tout ça, on ne comprend pas pourquoi il aurait tué son complice au premier étage de son habitation en pleine nuit. On connaît rien de la dispute et des raisons qui auraient provoqué une telle imprudence. On va ensuite imaginer que les deux hommes se sont disputés, que le cambrioleur qui est décédé aurait menacé peut-être Malguir de tout révéler à son épouse en bas et que, en imaginant cette menace, on imagine que Malguir aurait tiré pour cela. Voilà. Donc on est dans l'hypothèse de l'hypothèse de l'hypothèse dès le début et pas un seul élément qui permette de l'étayer. Maître, ils sont devenus fous. Ils m'accusent d'être complice de mon vol. Le vol de mon épouse, pour lui soutirer 100 000 euros. Ça tient pas debout, cette histoire, maître. Je vais pas monter un braquage de pied nickelé pour 100 000 euros. Alors que le domaine vaut, je sais pas moi, 2 millions d'euros au moins. Ils sont fous. J'ai tout de suite eu la conviction qu'il était innocent là, de cette accusation qu'on lui a faite. Donc moi j'ai toujours vu quelqu'un se défendre avec la même constance, avec la même sincérité de cette accusation. Face à l'obstination, j'allais dire, de la justice à son endroit, lui, il s'est défendu en essayant d'imaginer toutes les hypothèses possibles, c'est-à-dire sa femme complice, son fils complice, voilà, parce qu'il y avait des éléments très troublants. La téléphonie montrait que les uns et les autres étaient en contact avec les malfaiteurs, tandis que lui, il était en contact avec personne. Donc il y a des éléments qui alimentent une forme de parano, quoi. C'est-à-dire que Malguir, il devient fou parce qu'il est accusé, on le garde en prison, il est accusé de quelque chose qu'il n'a pas commis et il voit des choses à l'extérieur qui militeraient plutôt en faveur de la complicité d'autres personnes que la sienne. Donc je vois quelqu'un qui se bat, mais qui par moments s'effondre tellement on ne tient pas compte de son positionnement. Ils n'ont aucune preuve. Ils vont m'amener aux assises. C'est vrai, j'ai eu ce geste, mais c'était pour sauver ma vie. Et quelles preuves ils vont arriver alors qu'on a amené tellement de preuves avant? En façade, les Malguir apparaissent comme un couple de battants qui a patiemment construit ce jardin formidable. Mais le juge d'instruction creuse et le vernis du couple se craquelle.
voilà, nous y sommes. Le jardin que vous avez été des dizaines de milliers à placer par vos votes en tête de votre classement se trouve ici. Nous sommes à Servian, une petite commune de l'Hérault à 15 km de Béziers. C'est une belle histoire, c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'une passion, c'est l'histoire d'un amour, comme vous disiez aussi. Il y a besoin d'amour entre vous, évidemment, puis avec votre famille, et puis l'amour de cet endroit. Voilà, et l'amour de cet endroit, mais il fallait aussi l'amour à deux. Et je te remercie, Françoise, de m'avoir accompagné dans l'aventure et d'avoir su un petit peu... c'est difficile. C'est une relation de couple qui a toujours été compliquée, sans nécessairement que Françoise Malguir le perçoive immédiatement. Iris Christol, avocate de Françoise Malguir. Quand ces deux-là se marient, elle est très jeune, elle a 18 ans de moins que lui, elle a à peine 20 ans, elle est éperdument amoureuse et lui indique qu'il veut venir s'installer dans le coin de son enfance, c'est-à-dire dans le sud de la France, alors qu'ils sont en Belgique. Et il lui montre une carrière qui était un endroit auquel il tenait, qui était son rêve d'enfance, qui était un endroit où il venait jouer, où il venait pêcher les grenouilles. C'était un peu le paradis perdu en disant « j'ai toujours rêvé de posséder cet endroit ». Et en 1988, alors qu'ils ont des enfants qui sont petits, ils achètent cet endroit dans lequel il n'y a rien, ils installent une caravane. Françoise accepte cette vie-là parce qu'elle adore cet homme, tout simplement. Ah, mais quand vous voyez les photos du départ et vous voyez la caravane dans laquelle vivaient les Malguir, la famille, puis c'est cette caravane qui est transformée en maison en dur, puis la maison qui s'agrandit, puis les jardins qui commencent à apparaître, et puis finalement ce que c'est devenu et ce qui est consacré par l'émission de Merde, effectivement, il y a un travail considérable et une réussite incontestable. Et on se rend compte, en regardant l'histoire de ce couple, que pendant qu'elle travaille à main nue pour travailler quand même la terre, pour faire vivre ses enfants dans une caravane, sur ce terrain que lui va là-bas, pendant ce temps-là, il va nouer une relation amoureuse avec sa sœur, à elle. Et ça, c'est une première trahison qui est terrible. Code B13, expertise psychologique de Daniel Cani. Daniel Malguir reconnaît avoir trompé sa femme avec sa belle-sœur Geneviève pendant des années. Sa morale paraît élastique. On comprend mal si cette relation adultère est terminée depuis longtemps. Daniel Malguir nous dit « Moi j'adore mon épouse et j'ai arrêté avec Geneviève dès que Françoise l'a su. » Oui, leur couple a finalement battu de l'aile au bout de quelques années et ce qui va s'installer entre eux, finalement, c'est une forme de partenariat. Voilà, ils s'entendent très bien pour les jardins et sentimentalement, ils vivent un peu de manière séparée déjà. Mais ils sont unis pour l'image du jardin. Ils renvoient cette image de couple soudé qui a construit ça. Ça correspond à une vérité. Mais dans l'intimité, bon, le sentiment amoureux a périclité. Quelques mois avant les faits, Françoise Malguir est victime d'un très grave accident de cheval. D'ailleurs, sous les yeux de son mari, de sorte que son cheval lui écrase le visage. C'est une femme qui va, en urgence vitale absolue, passer quand même un mois à l'hôpital et qui va avoir le visage défiguré pendant quelques temps parce qu'une partie est cassée, écrasée, de sorte qu'elle se sent très mal. Elle est complètement dévastée, même dans sa féminité, dans l'assurance qu'elle a d'elle-même. Et elle a terriblement besoin d'un regard un peu affectueux et réconfortant. Et au contraire, quand elle sort de l'hôpital, elle va vite refuser et écourter son séjour en maison de repos parce qu'elle réalise qu'une femme a pris sa place au domaine et elle se sent une fois de plus qu'il lui est resté de cœur totalement broyé. Code B13, expertise psychologique de Daniel Cani. Lorsqu'on lui parle des conséquences pour son épouse de cette liaison extra-conjugale, Daniel Malguir introduit une autre femme dans le débat. Une employée du jardin avec laquelle il a eu une relation amoureuse quelques mois avant les faits. Cette situation n'entraîne chez lui aucun acte de contrition.
Et il nous dira que cette jeune femme avec laquelle il a eu une relation, ça a été très épisodique, que d'ailleurs il y aurait eu qu'un seul contact physique et encore pas un contact physique complet, alors que c'est pas ce que dit cette femme. Donc il va toujours tordre le réel pour essayer de le rendre acceptable, le diminuer et transférer en gros les responsabilités sur les autres. Code B13. Expertise psychologique de Daniel Kani. Le fonctionnement de Daniel Malguir apparaît assez égocentré. Son discours n'est jamais très clair. Il est surtout au service de l'autogratification et vise à l'exonérer de toute faute possible. Il n'est pas accessible à l'analyse et à l'introspection. Daniel Malguir, c'est un homme qui s'est fait tout seul, qui est très centré sur lui-même, qui a un besoin de reconnaissance illimité, qui est particulièrement déterminé, et pour qui le jardin de Saint-Adrien et ce qui est accolé au jardin, c'est-à-dire le théâtre monumental qu'il a creusé, est venu constituer son écrin finalement. C'était l'écrin à sa dimension parce que tout y est démesuré. Et il avait besoin de ça. Je pense que c'est quelqu'un qui avait besoin de cette forme de propriété qu'il a creusée, bâtie, construite, comme la propriété comme objectivation en soi. Je suis ce que je possède et cet endroit est mon théâtre. Le monde doit s'ordonner autour de Daniel Malguir, c'est comme ça que ça se passe, et donc il est exclusivement tourné vers lui-même. Daniel Malguir est un manipulateur. Il a passé, pour se défendre, son temps à prêter à son épouse ce qu'il faisait lui. Il va accuser sa femme, il va prêter des liaisons alors il sait que c'est faux. Il a dit à un moment des choses épouvantables. Quand on lui demande, durant l'enquête de personnalité, si une chose devait être modifiée, vous savez ce qu'il répond ? Il répond « J'aurais mis un préservatif au lieu d'avoir mon fils ». Sa personnalité, voilà, mais moi je la lui reproche pas, sa personnalité. Franchement, c'est un homme, voilà, il a une réussite. Jean-Marc Darrigade, avocat de Daniel Malguir. Et il demeure très gentil, c'est vraiment quelqu'un, voilà, très accessible. Il est plutôt gentil, de fonctionnement plutôt agréable. Après, qu'il soit content de lui, c'est possible, mais on pourrait considérer qu'il a des raisons d'être content de lui, quoi, voilà. Après qu'il ait été pas forcément un bon mari, pas un très bon père, bon, voilà, ça se discute, mais on est sur des critères qui n'ont rien à voir avec la criminalité. Bon, mais pour autant, c'est pas ça qui fait de lui quelqu'un qui va fomenter un complot contre sa femme et abattre son complice dans sa maison. Code B13. Expertise psychologique de Daniel Kani. Daniel Malguir produit un discours cohérent mais dans lequel il ne se représente pas dans une dimension subjective. Tout ce qui est de l'ordre de l'intime est frappé de déni. Il ne se laisse pas aller à des états d'âme qui pourraient le perturber et l'empêcher d'aborder sa défense de manière un peu plus stable. Daniel Kani, experte psychologue. Il a besoin de toutes ses forces pour faire front et c'est quelqu'un qui a les moyens de tenir ce type de position. Ce n'est pas un émotif. Il ne peut pas se laisser envahir par cette affectivité. Donc, il la laisse de côté. Voilà, c'est ce qu'on appelle mettre sous le tapis. C'est-à-dire l'émotivité, l'affectivité est troublée, elle est présente, mais il refuse de se laisser parasiter par elle et donc il va être dans une mise à l'écart de tout ce qui pourrait provoquer de l'émotionnel. C'est dans ce sens que je peux parler de déni. C'est un danger pour lui, ça lui ferait perdre une capacité de contrôle des situations et de sa vie. Quand il me décrit la scène du cambriolage... Docteur Manuel Wagner,
expert psychiatre. Il décrit un état d'angoisse aiguë et une peur de mourir et de voir également sa femme mourir. Dans ce qu'il me décrit comme étant son état d'esprit à ce moment-là, c'est tout à fait compatible avec une réaction aiguë à un facteur de stress. C'est-à-dire, ce qu'il me dit est alors crédible dans le sens médico-légal. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il dit la vérité, ça veut dire que c'est décrit comme réaction possible à un facteur de stress, et le cambriolage est évidemment un facteur de stress d'une certaine façon. Il ne raisonnait plus logiquement, mais il était mu par les sentiments qui le débordaient. Et par conséquent, pour moi, c'est le cas typique d'une altération de son discernement au moment des faits. Le premier expert psychiatre retient l'état de stress de Daniel Malguir au moment du cambriolage. Pour lui, ce stress aurait altéré son discernement au moment où il tire sur le cambrioleur. Alors le juge d'instruction mandate un deuxième expert psychiatre, qui lui aussi conclut que le discours de Daniel Malguir est authentique et qu'il aurait agi sous la contrainte des deux cambrioleurs cagoulés. Pour l'avocat de la défense, ces expertises prouvent que Daniel Malguir n'était pas au courant de ce cambriolage, qu'il n'a rien fomenté du tout. On ne comprend pas pourquoi il aurait tué son complice au premier étage de son habitation en pleine nuit, et il y aura des hypothèses qui seront échafaudées. Mais c'est faux tout ça. J'ai jamais rien imaginé moi de ce cambriolage. Si j'ai tué ce mec, c'est parce que j'avais peur pour François, c'est pour moi. Il est absolument pas manipulatoire, Daniel Malguir. Et il est même l'inverse. Il est primaire, à certains points de vue. J'allais pas dire que c'est quelqu'un qui est pas intelligent, parce qu'il a une forme d'intelligence. Mais il y a des moments où il paraîtrait pas du tout intelligent. Donc, des fois, je montrais au juge, je dis, voyez là, voilà, voyez ce qu'il vous répond. Cette réponse vous montre l'absence totale de malice de chez cet homme. Et vous voudriez que cet homme-là soit le deus ex machina de ce dossier, qui suppose là tellement de préméditation et d'organisation que oui, on est face à un esprit retors, ce qu'il n'est pas. Voilà, ce qu'il n'est pas. Françoise Malguir, elle était partagée sur la question de savoir Iris Christol, avocate de Françoise Malguir. Si il avait pu faire ça, est-ce qu'il a pu faire cette trahison supplémentaire d'organiser quelque chose pour la mettre en danger et faire en sorte qu'elle parte? Parce que l'idée, très clairement, c'était de la faire partir de là. Lui, il voulait absolument qu'elle dégage du paysage. Il était prêt à lui louer une villa. Il avait demandé d'ailleurs à des amis de faire en sorte qu'elle puisse aller ailleurs. Après, elle se dit, mais je pense qu'elle a eu beaucoup de mal au début à se dire qu'il pouvait avoir fait ça, avoir organisé quelque chose pour la chasser de là. Et après, elle a fini par l'admettre. Alors la question de savoir si la cour d'assises va considérer ou pas qu'il y ait suffisamment de preuves, c'est une chose. Ça, c'est le rituel judiciaire. Mais de savoir si elle a fini par être convaincue qu'il avait pu organiser ça pour la chasser et que c'était l'ultime et dernière trahison, oui, effectivement. Il me semble que Françoise Malguir avait évolué en ce sens-là et que elle s'était convaincue que les choses s'étaient passées ainsi et que son mari avait mis un plan à exécution pour faire en sorte que, terrifiée, elle quitte ce jardin qui était son jardin rêvé à lui d'enfance. Quatre ans après, Daniel Malguir comparaît devant la cour d'assises de l'Hérault.
Il est jugé pour meurtre et comme commanditaire de son propre cambriolage. Même si, depuis le début, il crie au complot et hurle son innocence. Arrivée en compagnie de son avocat, Françoise Malguir, réservée, ne tient pas à s'exprimer à notre micro. Elle veut connaître la vérité. Son mari Daniel a-t-il voulu, oui ou non, se débarrasser d'elle? Elle qui souffrait encore de séquelles d'un accident de cheval, 1 an avant les faits. Mais le premier procès, il arrive, moi je suis assez confiant. Jean-Marc Darrigade, avocat de Daniel Malguir. Parce qu'il recelait les preuves de l'innocence de Malguir. Il y en avait au moins 3 ou 4 énormes preuves de son innocence. Donc au départ, je pensais qu'enfin on allait avoir un procès et se pencher sur les éléments à charge de manière honnête et s'apercevoir que voilà, on pouvait en faire rien d'autre que ce qu'ils étaient, c'est-à-dire la preuve de l'innocence de Malguir. Faites entrer l'accusé. Mais Daniel Malguir, si vous voulez, il avait cette personnalité qui a été décrite, qui n'était pas forcément appréciée par tout le monde. D'abord, il voulait tellement se défendre qu'il avait écrit beaucoup de choses, un peu tout, et n'importe quoi. Ses écrits, ça se retournait contre lui, on les utilisait avec une malhonnêteté intellectuelle crasse, voilà. Donc on n'a pas tenu compte d'éléments qui étaient pourtant objectivés, c'est-à-dire que il y avait eu des malfaiteurs grenoblois qui étaient venus dire qu'ils s'étaient intéressés au coup, et il comprend pas tout ça, il comprend pas et il devient, si vous voulez, oui, illisible pour les jurés. Il se défend mal, quoi. Comme souvent les innocents se défendent très mal. Il paraît antipathique et de sorte que, voilà, on va aboutir à sa condamnation pour le tout. La seule chose qui va lui être épargnée, c'est la tentative de meurtre sur le deuxième cambrioleur. Le 17 décembre 2021, la cour d'assises de l'Hérault condamne Daniel Malguir à 18 ans de réclusion criminelle. Il est aussi reconnu coupable d'avoir fomenté ce cambriolage. Il fait immédiatement appel et il maintient qu'il est innocent. Il me fait l'effet de quelqu'un qui vient quand même en appel, peut-être se présenter différemment. Et il a un côté un peu, il essaye au début en tout cas d'avoir un air parfois un peu pleurnichard, c'est-à-dire que voilà, il pleure un peu sur son sort quand même. Monsieur Malguir, durant toute l'instruction, vous avez répété que vous n'étiez pour rien dans ce cambriolage. Est-ce toujours votre position? J'ai rien fait, moi, monsieur le président, rien. Pourquoi ça serait pas ma femme qui aurait tout manigancé? Elle avait des amants, ma femme. Et elle aimait beaucoup l'argent. Et puis mon fils, il veut plus me voir, c'est à cause de sa mère, elle lui a monté la tête. Est-ce qu'ils n'ont pas imaginé tout ça ensemble? Je vous pose la question, monsieur le président. Monsieur Malguir, je vous en prie. C'est vous qui êtes dans le box. Cessez ces allégations. C'est très difficile d'avoir en plus enduré ce procès dans lequel Daniel Malguir l'a sali, l'a humilié en prétendant qu'elle avait des amants, en le disant à sa fille, à chacun qui voulait l'entendre, que c'est elle qui se comportait mal, qu'elle était vénale. En fait, tous ses travers à lui, il les lui prêtait à elle. Donc ça a été aussi extrêmement difficile à supporter parce que il fallait non seulement être partie civile, mais en plus se défendre de ce qui était faux, jusqu'au d'avoir même avec son amant fomenté tout ça pour faire incarcérer à tort Daniel Malguir, parce que dans son délire, on est allé jusque là. Est-ce qu'ils ne seraient pas complices tous les deux? Est-ce que le fils ne serait pas complice? Donc même la façon dont il s'est défendu, cet homme, a causé des dégâts terribles sur Françoise Malguir. La Cour. Le 12 décembre 2022, la Cour d'assises de l'Aude condamne en appel Daniel Malguir à 15 années de réclusion criminelle. Il est reconnu coupable du meurtre du cambrioleur. En revanche, il est acquitté pour l'organisation du cambriolage. L'ayant acquitté de tout le reste, il fallait revenir à ces deux expertises
quand même, qui ont été redonnées par la justice elle-même. La première qui concluait à l'altération de discernement, la deuxième qui concluait à la contrainte. Donc quelqu'un qui est sous l'altération de son discernement par la peur, ou quelqu'un qui est dans l'altération de son discernement par la contrainte, c'est-à-dire la situation de contrainte créée par deux hommes cagoulés et armés chez lui. La cour d'assises a considéré que sûrement il devait effectivement être animé par de mauvaises intentions et que c'était quelqu'un qui se comportait mal et que donc la peine devait être un peu le reflet de sa personnalité. C'est une décision qui a été compliquée à lire pour Françoise Malguir, mais elle est restée debout. Elle est restée debout et j'ai pu voir cette femme dans ce jardin, justement, où elle vivait seule, encore au moment du procès. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup impressionnée, parce que cette femme disait, mais moi ici, je parle avec les oiseaux, je parle avec les fleurs, je parle avec tout ce monde animal qui grouille et qui se multiplie et qui me rend tout ce que je peux lui donner, tout le soin que je peux lui donner, comme si pour une fois dans sa vie, la reconnaissance qu'elle pouvait avoir était à la hauteur du dévouement qu'elle avait investi dans ces relations-là. Et ce petit peuple animal, elle vivait avec et elle se sentait là tout à fait en sécurité, car certaine qu'elle ne serait jamais trahie. C'était On de la raconte dans sa version Côte B. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête de Vincent Deby et réalisation aujourd'hui de Mathieu Frey. Retrouvez On de la raconte Côte B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.